Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvel épisode de la refonte des sabbats, où on va se concentrer sur celui qui arrive à grands pas, qui est, vous l'aurez deviné, le sabbat d'Ostara, qui correspond donc à l'équinoxe de printemps. Alors je ne vais pas revenir en détail sur la nature, sur ce qu'est exactement une équinoxe, puisqu'on en a déjà parlé à l'occasion de mes bonnes. Je vous mets la vidéo dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vue. Si on veut résumer, c'est tout simplement le moment où la durée du jour et la durée de la nuit sont d'égale durée, donc ça fait beaucoup de fois durée dans la même phrase, sont donc d'égale durée sur une période de 24 heures. À partir de l'équinoxe de printemps, les jours vont augmenter, vont devenir plus longs que les nuits, jusqu'à atteindre leur apogée au solstice d'été, où ils vont de nouveau décroître, jusqu'à être de nouveau à égalité à l'équinoxe d'automne, où là c'est la nuit qui va augmenter jusqu'à la nuit la plus longue de l'année au solstice d'hiver, puis la durée des jours réaugmente jusqu'à l'équinoxe de printemps. Vous avez compris, on est dans un cycle sans fin qui marque donc les grands changements saisonniers dans le calendrier. Alors, Ostara marque donc le moment où la durée du jour va être plus longue que la durée de la nuit. On a donc cette idée de sortir de la saison sombre pour aller vers la saison claire et donc d'une victoire en quelque sorte de la lumière sur les ténèbres et d'enterrer définitivement l'hiver. Alors on va essayer de revenir un petit peu sur les origines de cette festivité, sur ses racines, et vous allez voir qu'on va être pas mal déçus. Voilà. Alors on a l'habitude, hein, on a déconstruit beaucoup de choses dans cette refonte des sabbats. On va en déconstruire encore plus peut-être avec Ostara. Je sens que ça va être compliqué. Mais bon, vous le savez, si on veut vraiment revenir aux origines historiques, il va falloir quand même qu'on balaye quelques clichés. Et au sujet d'Ostara, il faut dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a surtout un gros, très gros, très très gros. Bref, on va voir tout ça. Alors, il faut savoir déjà que le nom de ce sabbat, c'est quelque chose qui est assez récent, hein. On n'a pas vraiment de traces, de célébrations très anciennes et en particulier dans les célébrations celtiques, puisqu'on sait qu'on se base sur la roue de l'année essentiellement sur les célébrations celtiques. Or, on n'a absolument aucune certitude quant au fait de savoir si les Celtes fêtaient effectivement les équinoxes et les solstices. On sait que ces phénomènes leur étaient connus. Quant à savoir s'ils étaient célébrés, c'est une autre question dont on n'a pas la réponse. Vous savez qu'on a très peu de traces écrites contemporaines des Celtes, donc c'est un petit peu compliqué de le statuer. Il faut savoir que les noms des sabbats ont été fixés dans les années 70. Par conséquent, on a intercalé les équinoxes et les solstices aux grands sabbats celtiques que l'on connaissait, qui sont donc, on le rappelle, Imbolc, Beltane, Lunasa et Samhain. On leur a ajouté les 4 phénomènes astronomiques de changement de saison, solstice et équinoxe, pour arriver au total de 8 qu'on connaît aujourd'hui, mais personne n'a jamais fêté ces 8 sabbats avant ça. Donc cet ajout s'est fait entre les années 50 et les années 70 au moment du développement de la Wicca, et les noms définitifs des fêtes ont été fixés au début des années 70. Ce qui fait que donc les termes que l'on a mis sur les célébrations des solstices et des équinoxes sont inspirés de festivités historiques, mais ne sont pas forcément des reconstitutions. Et on va voir que dans le cas d'Ostara, c'est très problématique, justement. Alors, dans les paganismes, néopaganismes germaniques, on appelle ce sabbat Éostre, qui serait le nom d'une obscure déesse du printemps anglo-saxonne, dont il n'existe pas beaucoup de traces, dont il existe en fait une seule trace. Une seule trace écrite. Elle est mentionnée dans un ouvrage d'un certain Bède le Vénérable, un moine bénédictin qui a vécu au 8e siècle. Cet ouvrage, il s'appelle De Temporarum Ratione, mais malheureusement, on n'a absolument aucune mention d'elle nulle part ailleurs. Alors ça, c'est un petit peu ennuyeux, parce que justement, eh bien, qu'en est-il ? Où est-ce que Bède le Vénérable a été chercher cette déesse? Qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un fantasme, une invention de sa part? Pourquoi ce nom-là a été choisi pour désigner cette festivité alors que, eh bien, il est très obscur? Il s'agit de ce qu'on appelle un apax, c'est-à-dire c'est un terme qui n'est trouvé dans une occurrence réelle qu'une seule et unique fois. Et qu'ensuite on a peut-être pu récupérer pour en faire une dénomination contemporaine, mais qui ne connaît qu'une seule occurrence dans les textes historiques. Alors, en réalité, il est fort probable que cette déesse soit née soit de l'incompréhension de Bède. Il faut bien avouer que
Il s'agit d'un chrétien qui écrit sur un paganisme, un paganisme germanique qui a bien disparu au 8e siècle. Par conséquent, il se penche sur des textes obscurs, sur des déformations, sur des inscriptions qu'il a pu mal déchiffrer, c'est fort possible, ou alors il peut s'agir d'une tentative de reconstruction de sa part et qui aurait été erronée parce qu'il n'avait pas les compétences, ni les qualités, ni les connaissances pour le faire correctement. Pourtant, pourtant, ce terme-là a connu un essor et une popularité extraordinaires. On considère aujourd'hui qu'il est à l'origine du nom de la fête de Pâques en anglais et en allemand, Easter en anglais et Ostern en allemand, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Alors, on retrouve dans la racine du nom de cette déesse le terme East, qui désigne donc l'Est, l'endroit où le soleil se lève, et donc Bède la décrit comme une déesse de l'aurore, du lever du soleil. Effectivement, c'est un terme que l'on retrouve dans certaines racines avec plein de R, germaniques et anglo-saxonnes, pour désigner des entités qui personnifieraient le lever du soleil. Cela dit, il n'y a absolument aucune trace de divinité là-dedans, ni d'un quelconque culte qu'on ait pu lui rendre. Du coup, aujourd'hui, la déesse Eostre ou Ostara est considérée comme étant extrêmement douteuse. Cela dit, bien entendu, il est possible aussi qu'elle ait été personnifiée simplement et qu'elle ait été, sous ce terme-là, considérée comme un phénomène, comme une sorte de manifestation ou peut-être l'hypostase d'une autre déesse. C'est tout à fait possible, mais là encore, malheureusement, on n'en a aucune preuve. Du coup, quand vous lisez aujourd'hui que le nom du sabbat d'Ostara vient de la déesse Éostre, eh bien, il faudrait plutôt lire vient de la pseudo-déesse Éostre, de la supposée déesse Éostre, de la très controversée déesse Éostre. Bref, vous aurez compris, on est sur un terrain très glissant et très douteux. Cela dit, le terme donc qu'on utilise aujourd'hui, Ostara, il est assez récent. Lui, il faut le chercher sous la plume de quelqu'un que vous connaissez très certainement, qui s'appelle Jacob Grimm. Oui, un des frères qui a compilé les célèbres contes de Grimm. Il faut savoir que Jacob Grimm, il n'était pas seulement passionné par les contes, il était aussi passionné de mythologie. Il a écrit un livre sur la mythologie de son pays, donc de l'Allemagne, qui s'appelle Deutsche Mythologie, qui a été publié en 1835. Et il a bien entendu épluché les travaux de Bède le Vénérable. À ce moment-là, il a repris le personnage d'Éostre, il a, on va dire, germanisé et actualisé son nom en Ostara, mais là encore, il ne s'est basé que sur une source qui était très faible. Et c'est à Jacob Grimm qu'on doit évidemment la popularité de la déesse Ostara. Mais malheureusement, voilà, c'est un petit peu compliqué d'établir une source, puisque sa seule source était elle-même fangeuse. Alors on retrouve également d'autres noms pour désigner cette fête. Le celte reconstruit Alban Eilir, qu'on peut traduire par lumière de la terre pour les festivités néo-druidiques. On a également des noms qui font penser à un culte des arbres, le festival des arbres, la fête des arbres, puisqu'on est dans la symbolique du bourgeon qui est en train de renaître à cette époque-là et de la sève qui monte et qui annonce le printemps. Chez les Slaves, on a quelques petites fêtes qui ressemblent un petit peu, je dis bien un petit peu, à Ostara, mais qui ne sont pas totalement dans le même esprit. On a par exemple Komoeditsa en Russie. Alors, il ne faut pas confondre Komoeditsa avec Maslenitsa. Ce sont deux fêtes printanières russes, mais qui ne sont pas tout à fait équivalentes. Komoeditsa, elle se cale sur la date de l'équinoxe, tandis que les dates de Maslenitsa, qui durent à peu près une semaine, sont calculées, elles, en fonction du calendrier orthodoxe et de la période de jeûne et de la date de la Pâque orthodoxe, en fait. Un petit peu comme le carême ou comme les festivités dont on a pu parler dans Une année en magie quand on a parlé des origines de Pâques. Et donc, ce sont des dates qui varient chaque année de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, puisque vous savez que la date de Pâques, elle est variable dans tous les calendriers, que ce soit les calendriers chrétiens, juifs ou orthodoxes. Donc voilà, il ne faut pas tout à fait confondre, même si les deux festivités partagent beaucoup de points communs. Si on veut faire un pont avec Ostara, on va plutôt se pencher sur Komoeditsa plutôt que sur Maslenitsa. Bref.
On a aussi, les festivités de Jeregodi en Pologne, de l'Elia, chez les Yngling qui est un mouvement de reconstruction, bon sang je vais pas y arriver, religieuse slave, qui est une branche en fait de la Rodnoverie, qui est reconnue d'ailleurs par le ministre de la Justice depuis les années 90. Voilà, c'est l'information qui ne sert à rien, mais voilà, vous le savez maintenant. Vous pouvez briller en société avec, le mouvement des Ynglings, on sait jamais. En tout cas, quelle que soit la tradition dans laquelle on est et dans laquelle on s'inscrit, ce sabbat, il célèbre partout la même chose. La fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. Bon, jusque-là, on est d'accord. On retrouve des symboliques qui sont exploitées un peu partout de la même manière. Une idée de repousser l'hiver qui est sur ces derniers jours, qui est agonisant, et d'attirer sur la terre des bénédictions, notamment la renaissance et la fertilité. Alors on utilise pas mal de symboles différents, notamment les œufs qui sont peints. Alors évidemment, l'œuf a une double symbolique, une symbolique de potentiel vital, de réceptacle de la vie nouvelle, mais il a également une symbolique qui est en lien avec les anciennes festivités du carême et de la Pâque catholique, puisque on rappelle que pendant le carême, qui se déroulait donc 40 jours en excluant les dimanches avant Pâques, on n'avait pas le droit de consommer des aliments dits gras. Et parmi ces aliments dits gras, eh bien, se trouvaient les œufs. Or, il se trouve qu'au printemps, c'est justement la saison où les poules recommencent à pondre et on se retrouvait donc aux alentours de Pâques avec une cargaison d'œufs, oui, au singulier, d'œufs, qu'on n'avait pas du tout consommé et qui allait probablement être gaspillés. Du coup, c'était un peu hors de question de le faire, donc on les consommait à outrance pour éviter justement le gaspillage suite aux interdictions alimentaires. Et pour ce faire, eh bien, les œufs qui étaient périmés, si on ne voulait pas les gaspiller, eh bien, on les peignait, on les décorait et on en faisait des symboles religieux pour éviter justement qu'ils n'aient été perdus pour rien. Donc on a cette double idée un petit peu d'un potentiel vital qui est personnifié, incarné plutôt, dans la figure de l'œuf, puisque c'est le réceptacle de la vie, du renouveau, et aussi une volonté de symboliser la fin d'une période de privation, qui est aussi symbolisée par l'hiver du coup. On a également bien entendu les lapins et les lièvres, qui sont des animaux qui sont connus pour leur grande prolificité et qui sont très actifs en cette période-là, en particulier les lièvres qu'on voit se boxer. Alors on a pensé pendant longtemps, d'ailleurs, petit fun fact, que les lièvres qu'on voyait se boxer dans les prés, c'était des mâles qui se battaient pour les femelles. Eh bien, il se trouve que pas du tout. Ce sont des femelles qui boxent les mâles qui sont un petit peu trop entreprenants. Voilà. Voilà, ça aussi, c'est l'info qui sert à rien, mais elle est plutôt agréable, celle-ci, je trouve, pour le coup. Et évidemment, la figure du lièvre, qui a été jugée comme étant un peu trop lubrique et un petit peu trop lubrique, en fait, a-t-on besoin d'une autre raison, a été repoussée par l'Église, qui lui a préféré un symbole un petit peu plus atténué, un petit peu plus domestique, donc la figure du lapin de Pâques. On a une légende également qui nous vient d'Allemagne, probablement du 19e siècle, selon laquelle ce serait le lapin de Pâques ou le lièvre de Pâques qui pondrait justement les œufs de Pâques. Alors, cette légende raconte, c'est une légende, on prend donc ça avec des pincettes, que pour amuser ces enfants qui avaient faim et qui ne pouvaient pas faire bombance à l'occasion de Pâques puisqu'ils étaient très pauvres, une maman allemande a eu l'idée de peindre des œufs et de les cacher dans le jardin pour les occuper en demandant à ses enfants en fait de les chercher. Les enfants se sont pris au jeu, ont oublié qu'ils avaient faim en faisant ce petit jeu-là, et il se trouve que l'un d'entre eux a vu un lièvre s'éloigner en bondissant et qu'il en aurait conclu que ces œufs magiques avaient été pondus par le fameux lièvre. C'est une jolie légende, pourquoi pas. Après, on n'est pas complètement sûr des sources de l'association entre les œufs de Pâques et le lièvre de Mars et le lièvre de Pâques. C'est probablement plus une association temporelle, donc les deux symboles qui coexistent et qui se seraient donc liés avec le temps. On a également une autre légende qui raconte que ce sont les cloches de Pâques qui partent à Rome faire un petit voyage à l'occasion de Pâques pour être sacralisées de nouveau, et qui, revenant à Pâques, ramènent avec elles les fameux œufs décorés qu'elles sèment un petit peu partout sur leur passage. Pourquoi pas? Après tout, si un lièvre peut pondre, une cloche aussi, hein. On n'est plus à ça près. Bien évidemment, on a également des symboles beaucoup plus conventionnels et qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'on peut retrouver dans la nature
au printemps, donc les fleurs, les couleurs vives, chatoyantes, les symboles solaires et lunaires mélangés pour symboliser donc l'équilibre parfait entre le jour et la nuit. Bref, on a toutes ces petites choses on a beaucoup de symboles en duo, donc qui jouent sur les oppositions, qui jouent sur un effet d'oxymore, etc., etc. Alors la lune, évidemment, elle est souvent à l'honneur en cette occasion. Ça nous vient, là encore, du calcul de la fête de Pâques, puisqu'on rappelle que la Pâque catholique, chrétienne pour être exact, elle est calculée en fonction de la pleine lune. On considère que la fête de Pâques tombe le dimanche qui suit la pleine lune la plus proche de l'équinoxe de printemps. Oui, c'est un peu païen comme origine. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous renvoie vers le numéro de mars d'une année en magie, justement, où on est allé beaucoup plus en détail là-dessous. Si jamais ça vous intéresse, je vous le mettrai dans la barre d'informations. Alors, toujours est-il qu'effectivement, du coup, à cause de ça, la lune, elle est mise à l'honneur à ce moment-là. À la fois pour symboliser l'idée de cycle qui se répète, puisque la lune également connaît des cycles qu'on attribue également très souvent au féminin. Le féminin est quand même bien mis à l'honneur à Ostara, puisqu'on est dans une idée de fertilité, fécondité, de terre féconde qui va accoucher de la nouvelle vie. Donc on a cette idée de la lune qui est donc liée au cycle féminin. On rappelle que leur durée sont approximativement équivalentes, on va dire une moyenne de 28 jours entre les deux. Et puis pour un aspect purement visuel, la lune qui s'arrondit, qui mincit, qui s'arrondit de nouveau, exactement comme le ventre féminin le fait au fil des grossesses. Et on a aussi cette idée de la nuit qui recule de plus en plus, le jour qui rallonge progressivement à partir de l'équinoxe et qui déclinera ensuite à l'équinoxe d'automne. Bref, on a cette idée de cycle. Et il faut savoir qu'également, si on a un petit peu d'imagination, les ombres qui sont visibles sur la Lune évoquent un lapin. Évoqueraient un lapin. À vous de voir ce que vous avez décidé d'y voir. Moi, j'y vois plutôt une tranche démentale, mais c'est peut-être parce que je suis frustrée d'être allergique au lactose. On ne sait pas. En tout cas, sur le calendrier du zodiaque, l'équinoxe de printemps marque le début d'un cycle, donc d'une nouvelle année qui commence, avec le signe du bélier, qui est un signe de feu et qui est porteur d'un symbole de renaissance important lui aussi. Pareil, un potentiel fertile, un potentiel créateur de vie qui revient. On a donc quelquefois l'idée d'utiliser cette date, donc la date de l'équinoxe de printemps, comme un nouvel an par certaines branches néo-païennes, pour commencer l'année à ce moment-là. Il faut savoir que c'est notamment très observé ça en Extrême-Orient. On a beaucoup de pays d'Extrême-Orient et d'Orient d'ailleurs, et de Moyen-Orient, et de la zone de la péninsule indienne, qui marquent le nouvel an donc au moment de l'équinoxe de printemps. Voilà. Il faut savoir que le calendrier romain débutait la nouvelle année au 1er mars aussi, donc on n'est pas complètement dans l'équinoxe de printemps, mais on est quand même assez proche. D'ailleurs, c'est assez pertinent finalement de faire démarrer l'année à un moment où la nature reverdit, où on est vraiment dans une idée de recommencement. Faire démarrer l'année au 1er janvier, c'est vrai que symboliquement parlant, c'est pas particulièrement pertinent. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. À vous de voir, là vous avez envie de voir les prémices d'un nouveau départ. Pourquoi pas. Alors, au niveau des célébrations néo-païennes aujourd'hui, donc contemporaines et absolument pas historiques, puisque là encore, comme je vous l'ai dit, on n'a absolument aucune trace d'une quelconque célébration d'Ostara ou de l'équinoxe de printemps chez les Celtes. On a quand même cette idée aujourd'hui d'observer le changement qui est visible dans la nature, d'observer la sève qui monte dans les branches et les troncs des arbres. Alors ça, quand on vit au Canada par exemple, on le voit dans les érables à sucre, mais on le voit également dans les bouleaux pour certaines exploitations. Quand on exploite l'eau de bouleau, justement, on se rend compte que la production de sève n'est vraiment pas la même à ce moment-là par rapport au reste de l'année. On a un paysage qui va reverdir lentement, on a des fleurs qui éclosent et qui forment des taches multicolores un peu partout. On a un ensoleillement qui augmente, des jours plus longs, des températures plus clémentes, on a des animaux qui sortent d'hibernation ou qui reviennent de leur migration. Bref, en gros, on nous matraque que le pire de l'année est passé et que le meilleur, en tout cas en matière d'agriculture, de fertilité, fécondité, est à venir. Ostara, c'est donc une période qui est généralement vue comme un moment de potentiel, où on a une énergie créative qui a son paroxysme, autant physiquement d'ailleurs que symboliquement. Donc si jamais vous jardinez,
Eh bien, c'est le moment de vous retrousser les manches, de sortir la pelle, la bêche, la binette et de planter ou en tout cas, au moins de préparer la terre, de préparer vos semis, donc en vous plaçant sous la protection des esprits de cette période. En tout cas, on peut les invoquer par des feux votifs, par exemple, puisque le feu maîtrisé, c'est quand même un très grand symbole de création et de créativité. Bref, on a pas mal de petites choses qui peuvent permettre de préparer son jardin à ce moment-là. Mais bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire vos plantations dans un jardin. On peut aussi le faire d'un point de vue symbolique. Alors dans un jardin ou sur un balcon ou sur un rebord de fenêtre. L'idée de plantation, c'est aussi quelque chose qui peut parler de démarrer des projets, d'amorcer des changements, des transitions, de se débarrasser de choses superflues pour concentrer notre énergie en fait dans ce qui est vital et dans ce qui est dynamique. Du coup, de ce point de vue-là, Ostara, c'est encore un très bon moment pour faire le point sur ce qui est essentiel dans nos vies. Alors c'est pas le même bilan que celui qu'on va faire à Samhain, où à Samhain le bilan est plutôt un bilan d'introspection, d'intérieur, de voir ce qu'on peut abandonner derrière nous. Je me tire les cheveux systématiquement, vous avez l'habitude. Alors qu'à Ostara, c'est plutôt faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, mais dans l'idée de construire, pas dans l'idée de bannir, dans l'idée d'amener des choses, de les faire croître et d'amener l'harmonie et surtout de rétablir l'équilibre. On est vraiment dans un sabbat en demi-teinte, en équilibre, en jour, nuit, lumière, obscurité, vanille et chocolat. Pourquoi pas? Moi, je fais toujours un marbré à Ostara. Voilà, vanille et chocolat. À vous de voir si ça vous tente. Voilà. Petite tradition perso. Bref, l'idée, c'est de construire en fait une harmonie qui sera la plus profitable possible. Donc on a des efforts qui vont s'axer surtout sur le potentiel de croissance, sur l'exploitation du flux d'énergie créatrice qui explose autour de nous, et puis donc l'idée d'ajouter la nôtre et de s'inscrire directement dans ce mouvement-là. Alors c'est pas facile aujourd'hui, j'en conviens bien, de se relier au cycle naturel, surtout quand on habite en ville. Ça y est, je vais avoir la chanson dans la tête. C'est pas quand on habite, c'est quand on arrive en ville, mais il me suffit de ça, voilà, ça y est, c'est fait. Je vous remercie beaucoup. Bref, on peut quand même voir ce genre de choses à condition de lever un petit peu le nez des pavés et des trottoirs. Bien entendu, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à aller vous promener dans la nature. Et si jamais vous vivez en ville, eh bien, un jardin public, c'est très bien aussi. Observez, regardez autour de vous, voyez, sentez la vie qui revient. Ça peut passer aussi dans l'observation des changements de lumière. On a un changement de lumière qui est assez incroyable au printemps, où on a des couchers et des levées de soleil qui sont très différents de ceux qu'on observe pendant l'hiver. Donc même ça peut être une opportunité, même si vous n'avez pas un carré de gazon autour de vous, vous avez le ciel et le soleil au-dessus de la tête, en théorie. Vous avez une fenêtre, sinon c'est pas légal là où vous habitez. Donc vous avez une fenêtre, vous pouvez donc regarder par la fenêtre à condition de vous lever un petit peu tôt le matin pour l'aurore et d'être à l'affût pour le crépuscule. Mais c'est quand même des observations qui peuvent être possibles. Donc même en plein Paris, je vous garantis qu'on peut quand même observer la nature qui revient et qui reverdit. Vous pouvez également, pourquoi pas, choisir un arbre qui vous paraît sympathique et vous asseoir devant lui, essayer de le regarder vraiment, c'est-à-dire pas seulement comme un élément du décor, mais comme un être vivant à part entière. Donc voir, essayer de voir comment la vie circule à l'intérieur de lui, comment la sève, monte à partir des racines, jusqu'où les racines peuvent plonger. Regardez ces branches qui sont tendues vers le ciel. Demandez-vous un petit peu ce qui peut vivre là-dedans, quels sont les animaux, quelles sont les plantes qui peuvent vivre en symbiose avec cet arbre-là. Souvent, les arbres, on les regarde pas, en fait. On s'attarde pas vraiment devant eux. On prend pas forcément le temps de se poser avec eux et de les regarder intensément. Et pourtant, ils peuvent nous apprendre pas mal de choses. Du coup, essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez faire comme parallèle entre cet arbre et vous. Donc, vous, vos racines, où sont-elles? Dans quoi elles puisent? De quoi elles sont constituées? Vers où vos branches tendent? Comment est-ce que votre sève circule à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qu'elle transporte? Est-ce qu'il y a des choses à enlever, des choses à ajouter? Est-ce qu'il y a des petits animaux qui viennent dessus? Je ne sais pas si vous avez grandi dans les années 80 et 90, vous avez forcément vu cette horrible publicité où on avait des gens qui faisaient du yoga et qui s'imaginaient être un arbre, sentaient la sève qui bloubloute sous votre écorce. Voilà, c'est un petit peu ça, mais en moins perché, vous avez compris l'idée. Bref, ça peut être intéressant en fait de considérer également l'essence d'arbre que vous avez choisi et d'étudier un petit peu la symbolique qui peut y être liée parce que vous n'allez pas choisir cet arbre-là par hasard. Ça peut vous apprendre des choses sur vous. Ne criez pas au totem,
mais quand même allez regarder un petit peu la symbolique, on ne sait jamais, votre inconscient a peut-être des choses à vous transmettre, sans doute même. Alors étant donné qu'on passe désormais à Ostara dans la moitié, lumineuse et chaude de l'année, c'est une très bonne période aussi pour construire et pour établir un équilibre profitable autour et à l'intérieur de soi. Donc par exemple, observer sa santé, faire le point, se demander si, le mode de vie qu'on suit actuellement est bien celui dont on a besoin et celui qui est le plus approprié à notre corps, hem et à votre mental aussi, parce que les 2 vont ensemble. Il y a peut-être des ajustements à faire, lutter contre une addiction, ou au contraire entamer une habitude, commencer une, un nouveau style de vie, une nouvelle, ouais, une nouvelle habitude, j'ai pas d'autre terme. J'avais un autre terme dans la tête, mais il est parti. Bref, vous avez compris. Repenser votre emploi du temps aussi pour, être, penché un petit peu plus vers vos vrais besoins. Alors évidemment, faut rester réaliste, hein. On sait tous qu'on on ne pourra pas vivre complètement en suivant notre rythme biologique. Même quand on fait un travail, indépendant, on le sait, on est soumis, pardon, et on doit subir à des rythmes qui ne sont pas naturels et qui nous sont imposés par la société et par le monde extérieur. On le sait. Donc, ne vous mettez pas non plus une pression de dingue en vous disant que vous devez vous lever avec le soleil et que vous devez vous coucher avec la lune, que non. Non, faites selon vos moyens, bien sûr, et essayez de réharmoniser des petites choses. Mais bien entendu, on ne vous demande pas d'être un archétype de l'influenceur ou de l'influenceuse beauté et santé cuit dans la prairie, je fais du yoga, je mets des quartz roses dans mon bain. Non, on est bien d'accord que chacun fait comme il peut. Et l'essentiel, c'est toujours de faire de son mieux et surtout pour soi, pour prendre un maximum soin de soi ou en tout cas pour se faire un minimum de mal. C'est déjà pas mal. Donc, soyons réalistes. En se fixant des objectifs qui sont trop démesurés, c'est la porte ouverte à l'échec et à la frustration et c'est jamais une bonne idée. Donc au contraire, plutôt que de vous dire: «Je vais repenser toute mon alimentation, je vais complètement arrêter le sucre, arrêter le gras, je vais manger des protéines, je vais manger 30 plantes par semaine, ça va être merveilleux», alors que vous êtes actuellement en train de manger des pizzas et des burgers à tous les repas, on est bien d'accord que vous allez échouer. C'est normal. Vous allez brusquer votre corps, vous allez le mettre dans une situation qui sera absolument incapable de gérer, c'est mort. Commencez déjà par restreindre un petit peu. Commencez déjà par intégrer des légumes, tout doucement, à votre alimentation. Déjà, rien que cet objectif-là, vous dire, eh bien, je vais manger une part de pizza en moins par repas et à la place, je mettrai une poignée de haricots verts ou de brocolis. Eh bien, déjà, c'est énorme. Donc, on y va step by step et on se respecte. Le but, c'est pas de se brusquer. Même chose dans un style de vie. Si jamais vous trouvez que vous êtes trop stressé, ne vous dites pas, eh bien, je vais arrêter de stresser. C'est mort. C'est impossible. Essayez plutôt de trouver des petites pistes, des petits moments qui peuvent apaiser votre stress. Par exemple, un moment de contemplation dans la journée, un câlin avec votre chat, avec votre enfant, avec votre mari ou votre épouse, ou, ou vos maris, vos épouses, si vous en avez pu dire, hein. Enfin non, techniquement vous n'avez pas le droit, mais vous avez compris. Amoureux, amoureuse, bref. Euh, Ça peut être plein de choses. Lire un livre qui vous plaît, écouter un morceau de musique, bref, cultiver un tout petit moment pour soi, 10 minutes par jour, 15 minutes par jour, histoire de diminuer le stress, c'est déjà bien, sans penser tout de suite à chambouler complètement votre style de vie. Amorcer un changement, c'est quelque chose qui n'est pas facile et qui ne doit jamais être entrepris de manière trop sauvage, parce que c'est trop, tout simplement. Donc en induisant des petits changements l'un après l'autre, rikiki au début, qui n'ont pas l'air de rien, qui n'ont l'air de rien justement, eh bien certes c'est un petit pas pour l'humanité, mais c'est un grand pas pour vous, et en fait au final c'est ça qui compte. Voilà, c'était la minute philosophie. Blogueuse Elsie en carton, vous avez compris. Bon, bref, toujours est-il que voilà, on est on est dans cette idée de reprendre un petit peu le contrôle, en fait, tout simplement, d'observer les choses autour de nous et d'essayer d'avoir un équilibre et une harmonie un peu plus agréable et un peu plus profitable pour nous, et surtout de plutôt suivre nos besoins plutôt que nos désirs et nos envies qui ne sont pas toujours très bonnes pour nous parce qu'on n'est pas toujours très bienveillant avec nous-mêmes. Bref, au niveau des symboles, passons aux choses un peu plus païennes là-dessus. Évidemment, les symboles, la star des symboles d'Ostara, on l'a compris, c'est l'œuf. Alors évidemment, c'est très simple, on est dans une idée de renaissance, de renouveau, de force de vie. C'est un petit miracle, hein, la vie qui se développe à l'intérieur d'un œuf, c'est assez fou quand même. C'est assez, quand on y pense, c'est assez dingue. Cette vie se développe sans rien, sans personne. Il n'y a pas le ventre de la mère pour la faire croître.
C'est une force incroyable dans un objet qui a l'air de rien et qu'on voit, enfin un objet, si c'est un objet, mais qu'on voit tous les jours sans se douter de son potentiel. Donc, l'œuf est quand même un symbole très intéressant. Alors, je suis désolée pour les véganes, bien entendu, puisque vous avez fait le choix, qui est bien compréhensible d'ailleurs, de ne pas consommer d'œufs. Mais bon, du coup, effectivement, à Ostara, il est quand même assez fréquent d'en consommer. Donc, ne vous sentez pas offensés par ça ou mis à l'écart, hein, bien entendu. Rassurez-vous, hein, la magie alimentaire des œufs, ça peut quand même être accessible, manger des œufs en chocolat. Il y a des œufs en chocolat vegan et c'est trop bon. Donc allez-y. Voilà, vous avez une excuse. Pour une fois, vous avez une excuse. C'est pour le bien de votre magie. C'est pas de la gourmandise, c'est pour la symbolique. Vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas utiliser des œufs animaux. Vous êtes obligé d'utiliser des œufs en chocolat. Non, c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Bref, en tout cas, l'œuf potentiel de vie, on peut le consommer, on peut l'utiliser comme vecteur de magie, on peut par exemple le charger de souhaits pour les faire se développer comme des embryons en suivant la croissance des jours. Par exemple, on peut garder une coquille d'œuf, mettre un petit peu de terre dedans et planter une graine symbolique. En plus, c'est très joli. On peut également, bien entendu, les décorer, on peut les manger, les cuisiner, les préparer, les semer dans le jardin. Bref, on peut faire plein de choses avec les œufs, puisqu'on est avec un petit objet qui contient la jeunesse du monde. D'ailleurs, on a pas mal de mythologies qui commencent leur cosmogonie avec un œuf cosmique qui serait à l'origine de la vie sur Terre. Donc on est bien dans cette idée-là. Euh, et bien entendu, ce qu'on peut faire également, c'est l'utiliser l'œuf pour la divination, qu'on appelle l'ovomancie. Ça c'est pareil, on en a abondamment parlé dans un numéro d'une année en magie, donc je ne vais pas m'attarder dessus parce que cette vidéo a déjà dépassé la demi-heure. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais le dossier vous intéresse pour que vous puissiez aller y jeter un œil, mais c'est une pratique qui peut être très intéressante également puisqu'on va se servir de ce potentiel vital pour faire une lecture augurale pour les semaines, les mois à venir en général. Et on peut également bien sûr utiliser l'œuf comme un talisman, en le peignant de couleurs vives, de motifs géométriques, de motifs symboliques, pour en faire tout simplement des petits outils de magie. Alors au niveau des activités que l'on peut faire pour Ostara, si vous pouvez bien entendu, pourquoi pas allumer un feu, ou en tout cas une petite provision de bougies pour symboliser la lumière tout simplement. On peut également s'axer sur le son. Alors ça, c'est un truc que je vois relativement peu, et pourtant moi que je fais beaucoup au niveau des festivités d'Ostara. Si vous tendez l'oreille à l'extérieur et si vous êtes dans un relatif silence, en particulier si vous êtes dans un milieu naturel, vous allez vous rendre compte que la nature, après avoir été relativement silencieuse en hiver, elle devient très bruyante au printemps. On a les oiseaux qui chantent de partout, on a les insectes qui commencent à sortir et à bourdonner, on a les ruisseaux qui sont gonflés par les pluies qui font un bruit d'enfer en général. Euh, on a des animaux qui commencent à s'activer dans les haies, dans les buissons. On a quelquefois pas mal de vents et de changements météorologiques qui sont assez bruyants. On va avoir une succession de pluie, de vent, de soleil. Donc on a une espèce de brouhaha ambiant. De concert naturel en quelque sorte autour de nous qui est là pour nous dire que oui, 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 ça, la vie revient. Du coup, ça peut être intéressant de jouer aussi sur la musique à cette occasion-là, ou en tout cas sur le son. Donc pourquoi pas, alors on peut carrément faire un pont avec les cloches de Pâques en utilisant le son de la cloche, du coup, en faisant sonner une cloche à ce moment-là. Ça peut être sympa parce que du coup, ça nous rajoute en plus une symbolique. Si jamais vous êtes attaché aux symboliques chrétiennes, ça peut être intéressant. Ou tout simplement chanter, jouer de la musique, faire des bruits qui sont en lien avec la vie, ce genre de choses-là. Donc ça peut être toujours intéressant de travailler sur le son. Alors, on a aussi la fameuse tradition du grand nettoyage de printemps avec plein de air, comme d'habitude. Alors, un nettoyage qui est pas seulement, tout à fait, pas seulement physique, mais aussi spirituel. Donc, on va purifier le foyer, on va se purifier soi-même aussi, et on va purifier aussi les autres habitants de la maison s'ils sont d'accord. N'allez pas les plonger dans une fumée d'hysope sans leur consentement, on est bien d'accord? Mais voilà, on va prendre des bains, on va nettoyer la maison, on va renouveler les tissus, laver les rideaux, ce genre de choses, aérer en grand, faire les vitres. Bref, là encore, on est dans une idée de renouveau. On repart sur des bases saines et on essaye justement de partir sur un point de départ qui sera profitable, une sorte de page blanche sur laquelle on va pouvoir écrire le reste de l'année qui va naître à ce moment-là. Du coup, dans la même optique, c'est
c'est idéalement le bon moment pour prendre un nouveau départ, notamment en se défaisant des vieux liens, la tristesse, la colère, les ressentiments qu'on laisse dans l'hiver. Vous vous rappelez de la Reine des Neiges? Perdue dans l'hiver, le froid est pour moi le prix de la liberté. Bah voilà, on la laisse dans son hiver, hein, on est tranquille, puis nous on va au printemps. Voilà, chacun son truc. Désolée Elsa, mais voilà, Euh, chacun sa saison. Ouais. En tout cas, l'idée, alors on peut récupérer pas mal d'idées populaires et pas mal d'idées folkloriques. On a souvent dans beaucoup de traditions l'idée de confectionner une image d'un bonhomme hiver en quelque sorte, donc en papier, en bois, en tissu, qu'on va brûler pour symboliser justement l'hiver qui meurt. Moi, c'est un truc dans ma ville, par exemple, qui se fait encore, que la mairie organise tous les ans, la crémation d'une personnification de l'hiver. Et donc c'est quelque chose qui est profondément païen et les gens ne le savent pas trop. Mais c'est assez amusant de voir qu'il y a pas mal de choses qui coexistent là-dedans. Donc pourquoi pas en faire un, et au lieu de le faire symboliser l'hiver, eh bien faites-le symboliser tout ce que vous voulez laisser derrière vous et brûlez-le sans pitié. Toujours, toujours dans un récipient inifugé, dans une zone aérée, avec de quoi éteindre le feu au cas où. On est prudent. On est prudent. Toujours. On fait attention à ça. Si jamais vous avez, vous n'avez pas de jardin, mais que vous avez la main verte et que vous avez des plantes d'intérieur, chérissez-les un petit peu. Par exemple, vous pouvez imaginer charger de l'eau pour les arroser et pour leur redonner un petit peu un regain d'énergie à ce moment-là. Par exemple, en chargeant l'eau au soleil. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Vous pouvez aussi travailler tout simplement sur la recherche et la connaissance des plantes, si jamais c'est un domaine qui vous intéresse. Si jamais vous avez envie de décorer également votre maison, eh bien, vous avez tout à fait la possibilité aussi d'amener le printemps à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à employer des couleurs vives ou pastel, des fleurs qui vont être réelles ou artificielles. Vous pouvez par exemple fabriquer des fleurs en papier ou en acheter. Des branches d'arbres, là encore, vous pouvez ramasser des branches qui ont été cassées et qui sont au sol. N'allez pas mutiler un arbre, hein, on est d'accord, mais vous pouvez voilà, décorer avec des œufs peints, des petites figurines de lapins, de lièvres, d'oiseaux, de petits animaux. Là, c'est pratique parce que vu que ça coïncide avec Pâques, vous allez pouvoir trouver de la décoration absolument partout. Du coup, généralement, c'est pas un trop gros problème de décorer sa maison à l'occasion d'Ostara. Au niveau des rituels, enfin, vous pouvez quasiment tout faire bien entendu, mais les rituels qui sont le plus appropriés, c'est ceux qui vont avoir lien avec la fertilité et la fécondité, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Au succès dans les entreprises et dans les projets, tout ce qui va consister à faire croître un souhait ou un désir, tout ce qui va permettre de trouver ou de retrouver l'équilibre ou au contraire de le rompre, parce que on travaille sur l'équilibre, ça peut être de le retrouver ou de le rompre si cet équilibre ne vous convient plus. On peut également bénir les plantes et les graines si on a l'intention de jardiner après. Protéger un aspect de notre vie, une personne, une idée. Pourquoi pas travailler aussi sur les vies antérieures, exactement comme on l'a fait à l'équinoxe d'automne. Et couper les liens malsains avec le passé et les laisser définitivement dans l'hiver qui s'en va. Voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques inspirations, que vous ne serez pas trop déçus par l'absence de preuves autour de l'existence de la déesse Ostara. Je sais, c'est difficile à avaler, mais bon, c'est nécessaire. Bref, je vous souhaite un très 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 joyeux sabbat d'Ostara. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire ou à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle pourrait intéresser quelqu'un. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Ko-fi sur lequel vous pouvez me laisser un petit pourboire. Et si vous voulez encore aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre le programme Une année en magie, où on va encore plus loin sur les célébrations et la décorticage, je n'ai pas de mot, il n'existe pas, des symboles et des traditions. Je vous propose pour cela, donc tous les mois, un livret d'une centaine de pages et jusqu'à 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de mois tous les mois, on ne s'en lasse pas. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout plus que jamais, mangez du chocolat et restez magique. À très vite, bye!